Mercredi 29 mars 2023, l'écrivain colombien Santiago Gamboa, auteur de romans historiques, policiers et d'essais, et ancien journaliste notamment de RFI et du quotidien El Tiempo, était à la librairie Ombre Blanche autour de la parution de son nouveau roman aux éditions Métellier, Colombian Psycho, en dialogue avec Jean-Antoine Loiseau. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Très heureux de retrouver Santiago Gamboa qui nous fait le plaisir d'avoir accepté l'invitation de la librairie Ombre Blanche pour évoquer son... Alors, moi je dirais ça vraiment fantastique, votre dernier roman, Santiago. C'est vraiment fantastique. J'ai été pris par l'intrigue. Il y a alors Colombian Psycho, c'est aux éditions Anne-Marie Métellier, dans cette très belle collection Métellier Noir. Vous êtes, on peut dire, l'une des voix les plus puissantes de la littérature colombienne d'aujourd'hui, hein, vraiment. Vous avez étudié, je crois, la littérature à Bogota, si je ne m'abuse, mais aussi la philologie hispanique à Madrid et aussi la littérature cubaine à la Sorbonne. Voilà, ouais, c'est déjà. Vous avez été journaliste, diplomate. Vous êtes, je crois, revenu en Colombie en 2014, 2015 précisément, après avoir quitté la Colombie pendant de nombreuses années. Vos livres sont traduits dans plus de 17 langues, je crois. Et vous vivez aujourd'hui, je crois, entre l'Italie et la Colombie, ou c'est ça, hein, voilà. Et vous nous proposez donc ce magnifique, alors Colombian Psycho, donc chez Métellier Noir, où on va. Alors, c'est un livre assez touffu, foisonnant. Alors, on se dit 580 pages, mais on les prend. Et on ne les lâche pas. Moi, je l'ai lu d'une seule traite. J'étais tellement captivé à la fois par l'intrigue, mais c'est un magnifique roman noir. Mais c'est aussi un livre, je trouve, vous me direz ce que vous en pensez, très intéressant pour comprendre la Colombie d'aujourd'hui. Alors, on traverse évidemment les années de guerre, les épisodes avec les paramilitaires, les FARC, tout ça est passé en revue, mais de manière toujours très subtile, comme au passage, j'ai envie de dire, avec un magnifique personnage principal, le procureur Jetsunami, qui était vraiment qui est d'une ethnie, je crois, indigène, oui, voilà, et qui va mener une enquête assistée par une journaliste, donc qui s'appelle Juliana, oui, Lessama, son nom de famille, assistée donc de son bras droit, si je puis dire, Johanna. Ils vont mener une enquête et le livre va commencer très très fort. Et puis on traverse, on voit Bogota, on a différents quartiers de Bogota. C'est un Bogota souvent sous la pluie, où il fait frais, les averses se succèdent. Quelle a été votre envie de départ, Santiago Gamboa? C'était d'abord, est-ce que votre roman est né d'un personnage, ce fameux personnage, magnifique personnage du procureur, très fort en éloquence, on en parlera, ou est-ce que c'est d'abord l'envie peut-être de nous parler de la Colombie contemporaine à travers des personnages très empathiques et de vous mettre aussi vous-même en scène, puisqu'on va découvrir dans le roman que Santiago Gamboa est lui-même un personnage. Voilà, quel a été le déclencheur? Et merci d'être là. Non, bon, tout d'abord, merci beaucoup à toi pour cette généreuse présentation, à la librairie, merveilleuse librairie Ombre Blanche. En fait, je viens d'arriver à Toulouse il y a 15 minutes, mais je suis vraiment surpris et pris par le sud français, alors qu'à Paris il faisait froid, et il avait 4 degrés hier, j'étais gelé, alors que là, tout de suite, ça change. Donc, merci à vous tous d'être venus cet après-midi et nous accompagner. Bon, et je te remercie pour les mots généreux que tu as fait pour le livre. Et en fait, l'idée que j'ai eue depuis mon retour en Colombie, pendant 30 ans, j'ai vécu ailleurs. J'ai vécu ici en France, j'ai vécu beaucoup plus de temps en Italie, à Madrid. J'ai même vécu pendant 2 ans en Inde, à Delhi. Mais je suis rentré en Colombie en 2015, en me disant, et bon, le déclencheur, c'était comme d'habitude des problèmes de famille. Mais en même temps, j'ai dit oui, j'ai très envie de revenir en Colombie, un pays que j'avais quitté quand j'avais 19 ans. J'avais très envie de revenir parce que c'était l'époque où on était en train de finir le processus de paix avec le FARC, et que vous connaissez tous. Donc, j'avais vraiment envie de vivre
et cet moment historique pour mon pays et étant en Colombie. Donc je suis rentré en 2015 alors que j'étais plus ou moins pour faire les 50 ans, alors que j'étais parti à 19. Bien sûr, j'ai rentré 15 000 fois en Colombie, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose d'aller 2 semaines comme ça. Et puis, quand je suis parti à 19 ans, il y avait toute une partie de la vie que je ne connaissais pas en Colombie. Et par exemple, j'ai payé les impôts ici en France, ensuite en Italie. J'avais toute cette vie un peu, disons, adulte, etc. Moi, je ne la connaissais pas du tout en Colombie. Et donc, je suis rentré en ces moments-là et j'ai dû plus ou moins apprendre à être colombien. Tellement j'étais éloigné et tellement j'avais construit une identité un peu comme ressortissant qui vit à l'étranger d'un côté et de l'autre côté quelqu'un qui était toujours nommé le Colombien partout où je vivais. J'étais le Colombien alors qu'en Colombie c'était pas comme ça, bien sûr. Tout le monde était Colombien comme moi. Et donc enfin, pour moi ça a été un peu ça. Mais de l'autre côté, j'ai commencé à connaître beaucoup plus profondément le pays. J'étais d'abord, et dans mes romans précédents, il y avait toujours une image de la Colombie vue par des Colombiens qui étaient ailleurs, ou qui rentraient occasionnellement, ou qui avaient des expériences dans d'autres pays. C'était un peu ma vie. On écrit, enfin moi je suis ces gens d'écrivains qui écrit surtout à partir des expériences de sa vie. Et donc, je commençais à connaître un pays différent de celle de ma mémoire, parce que la Colombie avait pendant 30 ans bien évidemment changé, énormément changé. Et puis, il y avait cette idée du processus de paix qui était en train de se développer. Dans l'année 2015, c'était, disons, la fin. Puis est arrivé le 2016. Il y a eu la signature, mais tout de suite, immédiatement, il y a eu cette espèce de coup amer, parce qu'il y a eu un référendum, et une partie de la population a voté contre. Mais comme tout le monde était tellement sûr que le oui au processus de paix allait gagner, il y a eu énormément de gens qui se sont même pas approché aux urnes. C'est un peu comme le Brexit, s'il l'avait refait une semaine après, et le résultat aurait été complètement différent. Mais c'était comme ça. Donc ça a été un peu un coup fort. Mais de toute façon, le processus de paix, il est parti. Il a commencé à se développer. Il y a eu une pacification importante un peu partout dans le pays. Et ça a duré très peu, ça a duré un an et demi, peut-être 2 ans. Mais pendant ces 2 ans, moi j'ai tourné beaucoup la Colombie. J'ai commencé à connaître vraiment le pays. J'allais dans des endroits où avant c'était absolument impossible d'y aller, parce que c'était hyper dangereux. Et donc je suis revenu dans des endroits où j'étais allé quand j'étais enfant, par exemple. Et donc, pour moi, ça a été vraiment comme une redécouverte du pays. Et de la même façon, moi je suis de Bogota. Bogota, c'est une ville qui est très différente du reste de la Colombie. Et Bogota, c'est une ville, enfin, les Espagnols, quand ils ont fondé Bogota, il faut vraiment comprendre à quoi ils pensaient. Parce que Bogota est à 2700 mètres dans les montagnes, loin de la mer, par exemple. Toutes les capitales importantes étaient à côté de la mer, c'était des ports, alors que Bogota, c'est à 2700 mètres, à 2000 kilomètres de la côte. Et alors on se demande, mais à quoi ils pensaient quand ils ont fait ça? Parce que c'est vraiment une folie. Moi, j'ai une théorie, c'est qu'ils étaient tellement fatigués, ils en avaient marre des moustiques, qui en haut, là-bas, il n'y avait pas de moustiques. Et donc, ils se sont dit, finalement, il y a un endroit où on peut passer 1 heure sans non?
Et donc, voilà, ils étaient tellement contents qu'ils ont fondé Bogota. Aujourd'hui, il n'y a plus de mosquitos non plus. Mais c'est une folie avoir une ville à 2700. Donc, tout le reste de la Colombie vit au-dessus de 1005. Donc, il fait toujours chaud, il fait toujours beau. Et les gens de Bogota, ils vivent à 2007. Il y a de la pluie tout le temps. Et tu parlais de la pluie. La pluie est très présente dans le livre. La pluie revient. Oui, c'est vraiment. Et donc, ça fait que les gens de Bogota, ils sont très différents, bien sûr. Et ça fait aussi que le reste de la Colombie déteste les gens de Bogota, bien évidemment aussi, parce qu'ils se prennent pour... Ils pensent parce qu'ils s'habillent comme ça, avec des manteaux, ils se lèvent très tôt le matin parce qu'il fait froid partout. Donc, et moi, je me souviens, quand j'étais enfant, c'était comme en noir et blanc. Tout le monde s'habillait en gris, en noir, comme ça. Tout le monde était fâché. Les gens, ils étaient fâchés et on parlait presque pas. C'était oui, non, très peu. Alors que la première fois que je suis descendu aux Caraïbes, j'avais 9 ans, et j'ai vu les gens qui, bon, pour ceux qui ne le savent pas, en Colombie, à cause du tropique, il n'y a pas de saison. Donc c'est toute l'année la même. Donc tous les jours de l'année, à Bogota, il fait froid et il pleut. Et tous les jours de l'année, par exemple, au bord de la mer, il fait chaud. Il fait 35 degrés. Et donc, les gens, ils sont bien différents. Donc, la première fois que je vais à Carthagène, et je vois tous ces gens-là, et je dis, mais pourquoi ils rient? Ils riaient dans la rue. Moi, j'avais peur. Non? Et en plus, ils mettaient des chemises, des couleurs comme ça. Et la chose la plus incroyable pour quelqu'un de Bogota, c'est qu'il mettait des chaussures sans chaussettes. Alors là, ça, pour moi, ça a été... Moi, j'ai demandé à mes parents, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils... Non, ils sont des Colombiens comme nous. Et donc, voilà. C'est une gigantesque différence. Donc, là, maintenant, je suis rentré en Colombie, mais pas pour vivre à Bogota. Ça a été mon petit russe. Et parce que je suis allé vivre à Cali, c'est une ville à 1000 mètres, complètement différente, etc. Et donc, ça fait partie de la connaissance que j'ai voulu faire du pays. Et je pense que les résultats de tout ça, c'est ce roman et celui précédent, que c'est des romans. Parce que je me suis dit, bon, avec Des hommes en noir, il s'appelle comme ça, et celle-là, je vais faire une espèce de trilogie de romans qui sont liés par les mêmes personnages, mais qui ne sont pas... C'est pas qu'il faut lire le premier pour comprendre le deuxième. C'est deux romans complètement différents, mais qui font partie d'une espèce de nouvelle découverte que je fais du pays, bien sûr des problèmes, bien sûr de la politique, l'actualité. Enfin, c'est quelque chose... Moi, je suis un écrivain qui croit que, quand même, en tant qu'intellectuel, en tant que créateur, on doit aussi donner une réponse, même politique, et d'engagement. Ça, c'est une tradition. Enfin, je ne demande pas à tout le monde de le faire, mais moi, je le fais. Parce que moi, je suis comme ça, je suis fait comme ça. Je suis fils de professeur de l'université publique en Colombie, etc. Donc, toute ma vie a été plus ou moins comme ça. Donc, pour moi, c'est... Donc, le roman, c'est le résultat de tous ces éléments-là. Et le procureur Edilson Jutsinamui, donc lui est le représentant, en effet, de la loi. Il croit en ce qu'il fait. Il est un peu ce que vous venez de dire, Santiago Gamboa. Comme également il y a deux personnages féminins très importants, je trouve, Julieta et Johanna, qui vont mener l'enquête auprès de lui et qui vont vraiment faire preuve, voilà, vont fouiller les choses. Alors, bien évidemment, on ne va pas rentrer dans le détail de l'intrigue parce qu'il faut laisser... Ce qui est formidable chez vous, c'est que le livre prend un rythme de plus en plus soutenu, de plus en plus rapide, et on est totalement captivé on est captivé tout le long, mais on est encore plus captivé, on tourne les pages encore plus vite, si je puis dire, en arrivant les 50-100 dernières pages, il y a vraiment une envie d'aller au bout, mais alors là, alors, je ne sais pas comment vous construisez vos intrigues, c'est une autre question que j'aimerais vous poser aussi, mais il y a par petites touches comme ça une construction très habile et qui fait qu'on est totalement emporté. Voilà. Donc, c'est deux questions. Donc, Oui, en fait, les procureurs et les deux journalistes, et parfois, dans mon esprit,
les vrais protagonistes, c'est les deux journalistes. Enfin, c'est la journaliste et sa collaboratrice. Ouais. Parce que c'est plutôt... Enfin, avec les procureurs, ils mènent l'enquête ensemble. Mais c'est la journaliste, celle qui est plus dans le risque, dans concret, la rue, oui, dans le... Voilà. Et donc, c'est plutôt elle c'est elle qui trouve... Parce que ce qui se passe au début du roman, ça on peut le dire, je pense. Voilà, on peut le dire. C'est qu'il y a des éléments comme ça, bizarres, qui se passent à Bogota. Il y a des os qui sont trouvés. Des ossements humains qu'on trouve. On commence à chercher un cadavre, bien sûr, non? Mais au bout d'un moment, ils se rendent compte que non, que c'est des os, mais c'est pas de quelqu'un qui est mort. C'est de quelqu'un qui est vivant et qui est en prison. Donc c'est un type qui a été coupé, mais qui est vivant. Et donc et en même temps, il y a un autre crime d'un Argentin dans la ville. Et tout d'un coup, il y a cette journaliste qui a l'intuition que ces deux choses sont liées. Donc elle commence à chercher. Et c'est elle qui dit au procureur... Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui me dit que ces deux affaires sont liées, mais je n'arrive pas à trouver. Et donc ça, c'est toute la première partie de l'enquête qu'elle fait. Et c'est de trouver une liaison. Et donc, la liaison, ça vient d'un écrivain, on va leur dire. Et c'est un écrivain, en fait, parce qu'elle raconte un jour, comme ça, au téléphone à un ami qui l'appelle. Elle lui raconte, il lui dit, mais tu sais, je suis en train de... T'as vu ce qui s'est passé? T'as vu à la télé? Il y a eu un Argentin, machin. Et l'autre lui dit, t'as dit un Argentin? Oui. Ah, mais c'est bizarre. Ça me dit quelque chose. Et l'autre était à l'aéroport, qui partait vers Cuba, mais qui a appelé juste pour dire au revoir. Elle lui raconte cette histoire-là, et l'autre lui dit, tout ce que tu me racontes, ça me dit quelque chose. Je pense que j'ai... Et alors elle lui dit, ah, tu penses qu'il y a... Il dit, oui, mais bizarrement, c'est pas du tout dans... Enfin, c'est plutôt dans un roman que je pense que j'ai lu, quelque chose comme ça. Et c'est là qui fait apparition dans ces romans-là, l'écrivain Santiago Gamboa, auteur du roman précédent, qui montre cette liaison entre ces deux éléments-là. Et puis ensuite, il y a l'écrivain Santiago Gamboa, qui est, bien sûr, parce que la journaliste l'appelle pour lui demander, mais d'où t'as sorti cette histoire? Forcément, tu dois savoir quelque chose. Et l'autre lui dit, oui, non, enfin, c'est un type bizarre. C'est un écrivain. Il lui raconte des choses, lui dit, oui, c'est des histoires que j'ai entendues bien des années auparavant. Et elle, non, parce que tu vois, tout ça c'est lié, forcément. Et l'écrivain dit, oui, enfin, et il commence à avoir une amitié avec... Bon, et là, on s'arrête. Oui, alors ce que j'aimerais vous poser comme question, Santiago Gamboa, c'est quand avez-vous eu cette idée, justement, de vous faire partie du roman, de vous mettre en scène, si je puis dire? Oui. Et ça crée un fascinant jeu, je trouve, entre la réalité et la fiction, évidemment, un jeu de miroir. Oui. Là, on plonge dans des abîmes. Non, et en fait, je vais te dire sincèrement, et je pense qu'il y a deux types enfin, il y a 15 000 types d'écrivains, mais bien au début, il y en a deux. Ceux qui savent exactement ce qu'ils vont écrire et ceux qui ne le savent pas. Et moi, je fais partie de la deuxième. Non, et donc, on écrit pour essayer de trouver le roman qu'on veut écrire. Et je pense qu'à la lecture, on ne voit pas ça. À la lecture, un roman qui a été complètement conçu dès le début, rationnellement, ou un roman qui a été conçu comme ça, page à page, comme le mien, puis à la fin, le résultat, à la lecture, ça se voit. Je pense que ça ne se voit pas. Je peux vous dire des exemples, par exemple. Je suis sûr que vous avez tous lu Luis Sepúlveda. Et lui, avant d'écrire le premier mot, il connaissait déjà toute l'histoire. Et au point que si on prenait une bière avec lui au bar, avec une bière à la main, il te racontait tous les romans, avec tous les détails. Et alors, je me souviens que 15 000 fois, je lui disais, mais alors ça y est, tu l'as écrit? Il dit, non, pas encore.
J'ai dit, mais c'est fou, comment tu peux... Oui. Alors que moi, par exemple, non. Moi, je dois écrire la première page, la deuxième, ensuite. Et ceux qui savent peuvent faire une espèce de schéma avec un tableau devant, premier chapitre, deuxième, troisième. Ils peuvent commencer à écrire par le quatrième chapitre, puis un jour, il écrit le deuxième, puis après comme ça. Moi, non, il faut que ce soit... Moi, pour faire la page 218, il faut absolument que je fasse d'abord la 217 et 216. Parce que c'est comme ça que j'ai... Alors, pour revenir à ta question, à fur et à mesure que j'écris, je vois le roman qui se présente devant moi, à fur et à mesure, Et d'ailleurs, c'est pour cela que j'ai toujours dit qu'écrire des romans, c'est l'énigme plus grande de ma vie. Parce que moi, j'ai l'impression, quand je les écris, qu'ils ont déjà écrit quelque part. Et que la seule chose que je fais, c'est de les trouver. Donc, j'approche, et je vois... Par exemple, l'écrivain. Moi, j'avais l'intuition, vaguement, que le roman... Parce que moi, j'ai voulu faire un roman noir, mais en même temps, un roman. Tout d'abord, un roman, un grand roman. Et ensuite, un roman noir. Mais d'abord, un grand roman, très littéraire, comme le roman noir de Patricia Highsmith, ou celle de Padura. Enfin, un grand roman qui soit un roman noir. Padura qui apparaît dans le roman, à un moment, enfin, qui est cité. Padura, ah oui, parce qu'il est entré... Un très bon copain à moi. Voilà. On s'est connus même avant qu'on publie nos premiers livres. Lui, il est plus âgé que moi, de toute façon. Mais on s'est connus comme journalistes et on travaillait l'un à côté de l'autre en Espagne. Mais c'est ce genre de littérature noire que j'aime, celle qui est d'abord très littéraire. Alors j'ai dit, j'ai très envie qu'un écrivain passe par là, parce que les choses qui se passent... Ok, et donc mon première idée, c'était un peu comme dans les années 60. Et on utilisait beaucoup un écrivain inventé que les autres personnages admiraient. Et on utilisait... Je pense que ça vient du Quatuor d'Alexandria, de Lawrence Durrell, dans lequel il y a un écrivain que tous les personnages admirent et tout. Et donc... certainement à cause de là, dans la littérature latino-américaine, sur Cortázar, sur Cabrera Infante, etc., il y a eu cette idée de l'écrivain inventé. Alors j'ai dit, ok, je vais essayer ce modèle-là, mais immédiatement, je me suis dit, mais le roman, c'est un roman très réaliste. Donc demander au lecteur de croire à l'existence de quelque chose qui n'existe pas, c'est un peu bizarre. Donc après, j'ai dit, bon, je vais... Et je pensais à des collègues écrivains à moi. D'abord, pensé à des collègues. Ah oui, bien sûr. Donc je pensais à des collègues, de confiance et tout. Mais après, je me suis dit, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il va falloir téléphoner, demander une autorisation. Qu'est-ce que tu penses si t'arrive ceci ou cela? Et à la fin, j'ai dit, mais la réponse, je l'ai devant les yeux. C'est moi. Il faut que ce soit moi. Et donc, j'ai mis, avec un grand pudeur, je commençais à écrire Santiago Gamboa. Et moi, j'ai fait la première page et j'avais presque honte. Je me cachais presque. J'écris la deuxième, ça allait un peu mieux. La troisième, et petit à petit, le Santiago Gamboa, là, que j'écrivais, a commencé à s'éloigner de moi. Petit à petit, comme ça. Et je le voyais qu'il partait. Alors, et je continuais à écrire. Et page 15, il était déjà un personnage. Donc là, plein de choses, enfin, la description de sa maison et tout ça, c'est bien évidemment moi. Mais les choses qui lui arrivent, et je peux te démontrer, et je peux te montrer que c'est pas vrai, ce qui, à la fin, c'est de la fiction, ce qui lui arrive. Je vais me permettre de lire un extrait, justement. Le romancier Santiago Gamboa traversait une mauvaise passe. Sa carrière littéraire, qui avait été considérée à une époque
comme lucide, prometteuse et implacable, et comparée avec celle d'auteurs classiques nationaux, connaissait depuis un certain temps une baisse de régime. Les gens finissent par se lasser, c'est normal, avait-il déclaré dans une interview récente. Mais pour un écrivain, il n'y a pas d'âge pour la retraite. Comme ce personnage du désert des Tartares, Giovanni Drogo, un écrivain, croit, rêve, aspire que le meilleur est à venir et n'arrive pas à s'habituer et encore moins à accepter les dures étapes de sa vie. Le meilleur est à venir. Dans une autre interview d'une publication colombienne, il déclarait « Je n'ai pas réussi à vivre de mes livres comme je le voulais. Et je l'ai vraiment compris en constatant que je n'avais jamais pu m'acheter un appartement à Paris, la ville où j'ai été locataire pendant plus de 10 ans. Je pourrais presque affirmer que j'ai été le roi des locataires de la ville lumière. Je me suis senti triste pour moi et pour le capitalisme des pays émergents, ce capitalisme besogneux qui m'avait toujours suggéré que je devais être un écrivain petit bourgeois, avec des sujets petits bourgeois, des formes d'expression petites bourgeoises, et laisser tomber les conneries narratives. J'ai toujours pensé que le succès consistait à avoir des lecteurs exigeants. Mais le capitalisme affamé s'est écroulé de rire et m'a dit à l'oreille « Exigeant ? Au début, je ne l'ai pas écouté parce que j'aspirais, comme Rilke, à être sublime sans interruption. Et je croyais au roman fleuve, au roman Maelstrom, une manière de déchirer la nuit et de pénétrer dans l'obscurité. Comment disait Kafka ? Une hache pour briser la mer gelée en nous. Mais c'était trop tard pour moi, et me voilà aujourd'hui, sans appartement à Paris, habitant une maison à Chapinero. Le capitalisme m'a oublié pour se tourner vers des auteurs comme Stephen King, Ken Follett, Rowling, ou un Falcon en anglais, et quelques autres. Ensuite, j'ai pensé qu'au fond, sublime ou non sans interruption, un véritable écrivain a toujours été un crève-la-faim. C'est la place que cette société libre et démocratique lui a assignée, celle du fou, du vagabond ou du bouffon depuis le roi Lear. Et vous savez pourquoi ? Parce que la littérature compte de moins en moins pour les gens qui ont le pouvoir de diriger les masses, et c'est pourquoi, lorsque les masses voient un livre, elles s'éloignent en courant. C'est la première apparition, je crois, de Santiago Gamboa dans le roman, si je puis dire. Voilà. Mais d'ailleurs, là, et un peu plus avant, il y a une mention à un espèce de cahier qu'il est en train d'écrire. Et je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français, mais ça serait quelque chose genre choses qu'on doit faire avant de la fin, l'après-midi, juste avant la fin du monde, non ? Et donc voilà, c'est ma prochaine publication dans 3 semaines, c'est ce cahier-là qui s'appelle Cosas. Et ça serait bien de chose à faire le soir avant la fin du monde. À cette époque, Gamboa était obsédé par la fin du monde, c'est écrit. Un jour, lors d'une table ronde, quelqu'un lui demanda « Si vous appreniez que la fin du monde aurait lieu cette nuit, que feriez-vous pendant la soirée ?» Il réfléchit un instant et répondit « Je commencerai à lire un de ces livres dont je n'ai cessé de différer la lecture. » Mais la question lui fit du tort, car dans une interview postérieure, il avoua avoir commencé un cahier qu'il avait intitulé « Choses à faire le soir avant la fin du monde ». Il avait écrit plus de 200 pages, dont la dernière ne contenait qu'une seule phrase « Retourner pour toujours dans le quartier de Jangpura à Delhi ». Sur une autre page, il avait écrit « Déambuler dans le marché indien de Singapour avec une diplomate belge, lectrice de Camus, sous une violente averse. Qui n'a pas vécu cela ne peut connaître le véritable sens de l'amitié. » Donc voilà, maintenant c'est 480 pages et ça va être publié dans 3 semaines en espagnol. Si, exactement. Alors je le disais, oui, il y a ce procureur Jutsunami. Comment est-il né, ce procureur? Donc il apparaissait déjà peut-être dans un livre précédent. C'est ça, dans voilà. Les Hommes Noirs. Oui. Là, je l'ai découvert avec celui-ci. Il incarne la justice, vraiment. Il incarne la crédibilité en la disons loi. Que pour moi... On peut encore espérer. Quand j'ai fait le premier roman noir que j'ai fait, c'est presque mon premier roman, c'est il y a 25 ans. Il s'appelle Perdre est une question de méthode, et qui est largement publié en France depuis plus d'une vingtaine d'années. 99, il est sorti en France. Oui, exactement. Et donc, et en ces moments-là, je me souviens,
Et je disais, mais qu'est-ce que je vais mettre comme héros d'un roman noir? Normalement, c'est un détective, mais je me disais, mais moi, j'ai jamais vu un détective ou un policier qui soit un héros en Colombie. Alors, j'écrivais au milieu des années 90 et je me disais, mais nous, enfin, quand j'étais à l'université, quand j'étais jeune et tout ça, la police, c'était plutôt des gens qui nous faisaient peur. Donc, pourquoi un héros? Moi, je trouvais aucun sens. Donc, j'ai commencé à écrire un roman noir. Mais on ne peut pas écrire un roman noir si on n'a pas une espèce de héros qui fait une enquête, etc. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais voilà, je l'ai devant moi. C'est un journaliste. Ça, c'est le vrai héros. Parce que le journaliste enquête comme un détective, mais il ne représente pas la loi. Donc, quand il connaît la vérité, c'est pas que la justice triomphe. Et ça, c'est une situation qui est très, très commune, qu'on voit beaucoup en Colombie, pas seulement en Colombie, en Amérique latine en général. D'ailleurs, le journaliste, très souvent, est tué, est menacé, est en danger. Donc, je dis, ça, c'est les vrais héros pour moi. Les journalistes sont des héros, pas les détectives, etc. Mais 30 ans après, ou 25 ans après, avec Colombien Psycho et Des hommes en noir, j'ai trouvé un espèce de représentant de la justice dans la figure d'un procurateur. Et il est quelqu'un de spécial pour moi. C'est un type d'origine indigène, Huitoto. C'est peut-être quelque chose de romantique, mais moi, j'ai toujours eu l'impression que c'est des gens qui ont un tel rapport sophistiqué et spécial avec la vie, avec la nature, etc., que forcément, c'est des gens bien. C'est des gens vraiment avec des valeurs correctes et tout. Et donc, la fiscalie, comment ça s'appelle en français? Un procureur. Et, enfin, en Colombie, on dit fiscal et fiscalia. Ouais. Ici, c'est procureur. Et comment on dit, en fait, la grande tribunal de justice. Oui. Enfin, le procureur, le bureau du procureur, c'est où? Les bureaux du procureur, c'est où? Au palais de justice. Au palais de justice. Oui, je pense. C'est plus ou moins ça. Ouais. Donc, il a une équipe qui travaille avec lui, il faut le préciser, une belle équipe avec un beau personnage de l'ASK qui est son adjoint. J'aime beaucoup ce personnage aussi. Ils rigolent un peu. Ils ont beaucoup de. C'est un livre où il y a de l'humour aussi, il faut le préciser. Parce que c'est un roman noir, mais où il y a de l'humour aussi, Santiago Gamboa. Oui. L'humour est important, il y a de l'ironie, il y a une maîtrise que vous avez des dialogues aussi, je trouve. Il passe beaucoup de choses par les dialogues également dans ce livre. Oui, comme disait Cortázar, amusant, c'est pas le contraire de sérieux. C'est le contraire d'ennuyant. Donc on peut être amusant et sérieux en même temps. Donc oui, et en fait, ces procureurs représentent pour moi une justice qui est là. De toute façon, il y a des gens aussi qui ont la mystique. Parce que quand on fait un roman noir, on met en scène quelque chose qui est très, très ancien, je dirais même dans l'humanité, que c'est la lutte entre le bien et le mal, non, qui donne toutes les religions, qui donne tout ça. Et donc là, d'un point de vue humaniste, on met en scène cette lutte-là entre le bien et le mal. Et forcément, il y a beaucoup plus de gens qui ont la mystique du bien et très peu qui sont les méchants. Mais ces méchants, ils font beaucoup plus de bruit, ça c'est sûr. Partout dans le monde, c'est comme ça. 95-98% des gens dans tous les pays, même dans les pays les plus violents, c'est des gens bien, c'est des gens corrects, c'est des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler, qui payent des impôts, qui sont solidaires avec ses voisins, qui s'occupent de sa famille. C'est les gens qui soutiennent toutes les sociétés, c'est des gens bien. Mais au milieu, il y en a des méchants qui font beaucoup plus de bruit, qui prennent toujours la scène
parce qu'ils font des choses. Et l'anomalie sociale vient d'eux. Donc voilà, quand on écrit un roman noir, c'est aussi l'écriture de tous ces gens qui font le bien tous les jours. C'est pas seulement l'histoire des méchants, parce que parfois, moi je suis dit en Colombie, mais pourquoi tu écris ces romans racontant ces genres de choses? Et j'ai dit oui, mais parce qu'il faut aussi raconter, et en racontant le méchant, on raconte le bon qui lutte contre le méchant. Et on voit comment une société essaye de se protéger elle-même. Non? Et puis ensuite, je lui dis, écoute, et en plus, je ne suis pas censé... Enfin, toutes les belles choses de la Colombie, c'est pas moi. C'est la Corporation nationale de tourisme qui doit parler de ça. C'est pas nous les écrivains. Comment on prononce Rutsinamoui. Rutsinamoui raccrocha et se leva pour aller à la fenêtre. Le panorama de la ville était son Netflix personnel. Il apercevait les lumières des collines et imaginait ce qu'il s'y passait. Il pensa à ces pluies torrentielles. Ah, c'est les pluies torrentielles. C'est l'eau perforant la terre qui nous révèle ces choses. Les assassins cachent leurs crimes et les pluies les font remonter à la surface. Où pouvait-il y avoir autant d'horreurs? Meurtres, féminicides, uxoricides, crimes passionnels. Pour lui, il ne s'agissait pas de manifestations individuelles du mal, mais des conséquences d'une société perverse. Personne ne fait ça par goût ou parce que c'est dans sa nature. Il y a des gens meurtris, frustrés, envieux, solitaires, abandonnés, qui un beau jour n'en peuvent plus et commettent un crime. La psychologie atténue leur culpabilité en invoquant un désir compréhensible de vengeance qui rétablit l'harmonie. Mais qui aujourd'hui vit en paix? Dans ce pays, très peu de gens. Ceux qui respirent satisfaits en contrôlant leur solde bancaire. Les grands capitalistes, les fonctionnaires à vie, les propriétaires fonciers. Il se rappela ces années d'étudiant à l'Université nationale, l'époque des assemblées, des manifestations et des débats politiques. Il voulait changer le monde, mais la violence et le sectarisme avaient dévoré et discrédité le mouvement étudiant. Originaire de l'ethnie indigène Huitoto, c'est-à-dire un homme de la forêt, le procureur connaissait les hameaux misérables au bord des rivières, abandonnés par l'État. Il était conscient des difficultés de ce malheureux pays et de ses habitants. Ce qu'une minorité appelle ordre n'était pas autre chose que la soumission des plus pauvres. L'idée coloniale selon laquelle le riche et le propriétaire terrien jouissent d'un avantage moral restait en vigueur. En 2 siècles, les changements avaient été minimes et d'un coût très élevé. Aujourd'hui encore, parler de justice et d'avenir bouché était suspect. C'est important de parler de son origine, son extraction de cette ethnie Huitoto, parce qu'il a une vision, voilà, il vient du peuple, enfin, il vient d'une région qui est très peu peuplée, c'est un peu la forêt vierge, presque. Oui. Et donc, c'est très peu de gens de ces ethnies qui réussissent à se mêler avec... disons, l'autre Colombie. C'est quelque chose qui est très difficile à expliquer dans un pays comme la France, où il y a une grande uniformité grâce à l'éducation et grâce à tellement d'autres choses. Mais en Colombie, il y a ces ethnies dans la forêt vierge, et c'est des Colombiens. Et on trouve à Bogota des gens comme ça en cravate qui vont tous les matins... Et c'est des Colombiens, et on va dans les îles aux Caraïbes, auprès de Nicaragua, et on retrouve des gros messieurs de presque 2 mètres, avec leurs cheveux comme ça, comme en boucle, et Rastafari, et qui sont de peau noire et des yeux bleus, et qui sont descendants des pirates anglais qui prenaient ces îles pour attaquer depuis les îles les bateaux espagnols qui sortaient avec l'or. Et aussi, c'est des Colombiens. Enfin, il y a une gigantesque diversité à l'intérieur de la Colombie. Et ces gens, des Huitoto et les gens de la forêt vierge, ils sont très, très, très différents. Et ils ont, en fait, cette connaissance de la vie et
que moi j'apprécie peut-être, comme je le disais avant, peut-être j'ai une vision romantique, mais voilà, c'est avec cette vision-là que j'ai construit ces personnages. Connaissance de la vie, et ce sont des représentants de la vie, ils aiment la vie, enfin, aussi bien lui que la journaliste aussi. Tout le monde aime la vie, mais ils prennent la vie. Mais eux, ils ont une connaissance, comment dire, moi, à chaque fois que je retrouve quelqu'un comme ça, j'ai l'impression comme de parler avec un philosophe, alors que c'est un citoyen comme les autres. Mais grâce à cette espèce de connaissances qu'ils ont, des connaissances qui viennent par tradition orale aussi dans leur communauté, qui je suis, à chaque fois je suis étonné. La façon dont elle parle. Vous avez peut-être entendu parler du chamanisme, non? Et un ami à moi, anthropologue, mon père a été anthropologue aussi, donc je connais beaucoup d'anthropologues. Un jour, il est allé dans une communauté à l'Amazonas, et parce qu'il voulait assister à une soirée de chamanisme. Et donc, il était très excité parce qu'il allait voir ça et tout. Donc, il est arrivé, il y a la Maloca, qui c'est une espèce de kiosque qui représente l'univers et tout. Il a été mis au centre avec le vieux sage, et il était là, en train de... il attendait pour écouter, pour voir, et surtout pour écouter les histoires du chamanisme et comment ça se faisait, le chamanisme. Et alors, il y a un grand prêtre qui lui dit, bon, d'abord, il faut que tu nous racontes une histoire, d'abord. Alors, avant que vous... Oui, raconte-nous une histoire. Mais quel genre d'histoire? Non, une belle histoire. Alors lui, il a raconté, il a commencé petit à petit à raconter l'histoire de la guerre de Troie. Vous connaissez l'histoire, non? Il y a la pomme de la discordie, les déesses, etc., Aphrodite, puis ensuite l'enlèvement de Hélène de Troie, et puis ensuite la guerre et pourquoi ils ont tous allé. Et il a commencé à raconter, et il voyait que tous les gens le regardaient et l'accompagnaient avec leur gesticulation d'une façon qui, lui, il a commencé à rentrer dans des détails et il a passé la nuit à raconter. Et donc, dans les communautés indigènes, c'est pendant la nuit qu'on dit les choses importantes. Donc, tout ce qu'on dit quand il est jour, c'est banal, c'est dans la nuit qui est. Alors, tout d'un coup, il y a eu le jour qui commence, et lui, il s'est rendu compte qu'il avait parlé presque toute la nuit, et il dit, oh, mais le chamanisme, maintenant, il n'y a plus de temps. Et alors, le type lui dit, mais ce que tu as fait, c'est du chamanisme. C'est raconter l'histoire de l'origine de l'univers, c'est de ton univers. Hein? Donc voilà, c'est ces genres de sophistication, ces genres de rapport avec les histoires et la vie que j'aime beaucoup. Vous parliez de chamanisme, mais il y a aussi dans le livre une dimension aussi, à travers le personnage d'une médium, une dimension un peu du paranormal. Il y a aussi une personne, sans trop en dire, mais ça on peut le dire, c'est intéressant parce que c'est à la fois un mélange il y a un très grand réalisme par moment, il y a beaucoup d'humour, il fait un livre très très riche, j'essaie de donner un peu un petit panorama dans l'ensemble, mais il y a cette dimension aussi du trouble de l'identité, puisqu'il y a à un moment donné la dissociation de personnalité, tout ça, ces questions, vous aviez envie de les des malades psychologiques, oui. Mais en fait, pour les médiums, c'est quelque chose qui... Enfin, moi, je suis absolument pas du tout... Enfin, je crois pas à ce genre de choses, mais en Colombie, il se passe des choses vraiment incroyables. Moi, je me souviens qu'une fois, par exemple, ça a été très connu, un ministre a eu un accident dans un avion privé qui était l'avion du ministère dans lequel il faisait l'aller-retour entre Medellín et Bogota. Donc il est tombé parmi les montagnes. Et en Colombie,
Et bon, Colombie, c'est un pays, je pense que c'est 2 ou 3 fois la France. Et puis, il y a les montagnes et tout, gigantesque. Donc, c'est quelque chose aussi qui n'arriverait, c'est impossible qu'il arrive en Europe, c'est qu'un avion tombe et on passe une semaine à le chercher, on ne le trouve pas. On ne le trouve pas, on ne le trouve pas, on ne le trouve pas. Enfin, moi j'ai presque honte de dire ce que je vais dire, mais c'est grâce à une médium qui a été trouvé l'avion. Comment ils ont fait? Et moi, je ne peux pas savoir comment, mais c'est une médium qui a demandé des affaires de ce ministre-là, qui d'ailleurs, c'était la faute à lui, parce que lui, il a insisté, parce qu'il y avait un orage et tout, et il savait conduire un avion, piloter un avion. Et donc, il a dit, non, moi, je vais piloter, si vous avez peur, restez à Medellín, il faut que je rentre à Bogota, et pas qu'il est tombé. Et donc, sa femme a donné certaines choses à lui qu'il avait utilisées récemment, et avec ça, le médium a trouvé, et ils ont trouvé l'avion. Alors, ok, moi je ne crois pas à ce genre de choses, mais peut-être ça a été par hasard, je ne sais pas, mais je vous assure que c'est une histoire vraie. Donc, ce genre de choses qui m'attirent, et en tant qu'écrivain, ça m'attire énormément d'essayer de comprendre un peu. Il y a énormément de gens qui croient à ces choses là-bas. Hein. Parce qu'en plus, nous, on a, j'imagine qu'on vous ici, on a des religions africaines. Donc là-bas, il y a aussi ces histoires un peu de vaudou, attacher les gens. Et il y a des hommes ou des femmes qui vont payer pour être attachés à un autre. Enfin, c'est des trucs. Je ne crois pas du tout à ça, mais ça existe. En fait, finalement, c'est tout ça. Oui. Oui. Ça fait vraiment partie du pays et de la culture. Oui. Et puis ces troubles de l'identité psychologique permettent aussi, c'est assez fascinant en plus, pour un romancier, vous jouez en plus aussi à travers. Non, mais ça c'est complètement différent. En fait, parce que ça c'est la maladie psychologique. Et la mère d'un ami très proche à moi, qui est un écrivain lui aussi, par exemple, avait ces troubles de personnalité. 1, 2, 3, 4, 5 personnalités différentes. Et chaque personnalité, c'était un corps différent. Ce qui était hallucinant. Je me souviens qu'une fois, elle avait presque 300 de pression dans les artères, de pression artérielle. Et donc, on est arrivé une ambulance est venue avec des paramédicos pour faire. Et ils ont pris la pression, il était vraiment au bord d'un arrêt cardiaque parce qu'elle était à 300 et quelque chose. Et alors, on l'a pris et on l'a amené à l'hôpital dans l'ambulance. Et son fils, mon ami, il était avec elle. Et il a vu qu'il était comme ça. Et tout d'un coup, c'était une autre. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, sa pression était 130/80. Parfait. Parce que c'était une autre personne. Et mon ami disait, moi j'étais hyper angoissé parce que je connaissais plus ou moins tous les métamorphoses. Mais celle-là, je ne la connaissais pas. Et rien qu'en regardant les yeux de sa mère, avant qu'elle dise un mot, il savait qu'elle était une personnalité nouvelle. Et donc, voilà. Et puis, il y avait avec la mère de cet ami, j'ai connu énormément de gens. Une fille qui avait une double personnalité. Moi, j'ai une double nationalité. Et une des personnalités était une ennemie de l'autre, comme dans le roman. Et voulait la tuer. Oui. Et donc, lui faisait des coupures comme ça. Alors, cette idée justement de ces corps démembrés, là, coupés, parce que c'est d'entrée de jeu, ça, vous attaquez fort quand même, hein, parce que une main solitaire émergeait de la terre comme si elle s'était lassée de reposer au milieu des cailloux et des fourmis et voulait indiquer quelque chose. Première phrase du roman.
C'est totalement imaginé, inspiré peut-être vaguement de faits divers, ou c'est un ensemble de. C'est vraiment un imaginaire. En plus, il est vivant. Non, mais ça, c'est quelque chose qui arrive très souvent, malheureusement. Enfin, je ne veux pas vous mettre peur, mais et si vous allez en Colombie, c'est un peu comme partout, en Amérique centrale, Mexique. La végétation, elle est une merveille, elle est d'une beauté extraordinaire. Mais si vous soulevez, comme si c'était une moquette, mais si vous soulevez cette espèce de couche, vous allez trouver vraiment l'horreur, non ? L'horreur. Et c'est un peu ça. Et donc c'est la pluie qui remet les choses. Qui remet les choses en soi. Oui. Moi, j'ai connu énormément de gens en Colombie qui ont vu tuer ses parents, qui ont vu tuer ses êtres chers, gens de sa famille, qui sont disparus comme ça d'un jour à l'autre. Non ? Et qui les retrouvent 10 ans après, voilà, on leur donne à la famille une boîte avec quelques os. Donc c'est quelque chose qui malheureusement arrive très souvent. Et oui, et c'est ça, cette espèce de coupure. Il y a aussi, bon, comme c'est raconté dans une des histoires, et parfois je me souviens d'une femme, ça c'était vrai, une femme qui a tué son mari, et elle a coupé son mari, et bien sûr ça donnait encore une espèce de gravité supplémentaire au crime. Et elle disait non, mais je l'ai coupé juste parce que je ne voyais pas comment sortir le corps de la maison. Donc il fallait sortir un petit sac. Ouais. Donc et pour cela, il fallait le couper. Il n'y a rien de méchant. Elle disait, il était déjà mort. Donc, oui. Et puis elle disait, et puis j'ai pas de voiture. Et donc il faut que je l'amène en bus, là où j'allais le jeter. Et donc oui, c'est mieux quand l'assassin a une voiture, non? Finalement, c'est plus pratique. Vous évoquiez la violence, en effet, présente dans le pays. Elle est notamment présente aussi à travers les... Alors on parlait des personnages, justement, de la journaliste et de son assistante, qui vont se rendre en prison, à la Picota, qui est la prison colombienne, enfin de Bogota, notamment. Il y a 2 prisons, hein, je crois qu'il y a la prison... Modelo est pour femmes, la prison... Et cette violence est présente en prison. On peut tout acheter en prison aussi. Si on a un peu des moyens, on peut arriver à tout faire passer. Il y a ça. Et puis il y a aussi, évidemment, on l'a un peu abordé, mais toutes l'évocation des épisodes avec les forces paramilitaires, voilà, la violence qui régnait, les meurtres commis au nom... enfin là, mais c'est posé à plusieurs endroits, j'ai envie de dire, dans votre roman. Voilà, c'est tout à fait évoqué au passage. Oui, bon, pour les prisons, il y a la prison des femmes, le Buen Pastor. Et la Picota et la Modelo, c'est masculin. Mais comme un peu partout en Amérique latine, et je pense que c'est même partout dans le monde, hein, dans les prisons, si on a de l'argent, c'est différent. C'est pas qu'on peut sortir, mais on peut vivre d'une façon beaucoup plus confortable. Voilà. Et donc, en Colombie, c'est la même chose. Et donc, ce personnage-là qui est en prison, et qui reçoit les journalistes de temps en temps pour leur donner des tuyaux. Quelques indications, quelques pistes peut-être. Oui. Et donc, oui, c'est comme ça, parce qu'en fait, le personnage coupé est en prison, mais il connaît des choses, il sait des choses. Et donc, la journaliste est obligée d'aller en prison. Mais aller en prison, c'est rentrer dans un monde hallucinant. Non, ça, je ne sais pas si vous connaissez et vous avez lu de romans de prison, parce qu'il y en a un d'Edward Bunker, il y a un Américain qui s'appelle Animal Factory, qui est très... Bon, ici en France, on a un Papillon, le célèbre Charrière, non? Et c'est tout un genre à l'intérieur du roman, le roman
de prison qui souvent finit avec la fuite de l'héros, du héros. Non? Et dans mon cas, c'est pas comme ça. Mais Ces deux personnages de femmes sont très intéressants parce que justement, il y a cette assistante que j'aime beaucoup aussi, Johanna, qui est une ancienne guerriera, qui a participé, qui a été vraiment engagée, qui s'est battue pour la cause et qui fait un tandem, si je puis dire, un couple intéressant avec donc, cette fameuse Giulietta, qui est une personne voilà, qui dévore la vie un peu par tous les bouts, si je puis dire. Voilà, c'est un livre de force vitale aussi, Santiago Gamboa. J'y ai insisté quand je parlais tout à l'heure de la vie, je voulais dire que vos personnages, en tant que lecteur, on s'y attache. Alors, ils ont des défauts, comme tout le monde, évidemment, ils ne sont pas parfaits, loin de là, mais on sent que vous avez... Je ne sais pas, quand vous écrivez, vous cherchez ça, qu'on ressent, ils sont incarnés, on est touché, qu'on a envie de les suivre, on suit l'enquête avec eux. Enfin, bon. Ça me fait plaisir d'écouter ça, parce qu'une des choses que j'ai toujours critiquées comme lecteur des romans noirs conventionnels, c'est l'absence de personnages construits. Et bien sûr, dans tous les romans, disons, noirs, conventionnels, il y a toujours un héros et un méchant qui sont bien développés en tant que... Mais le reste, c'est une espèce de galerie comme ça, des fantômes. Alors que dans le roman tout court, pas le roman noir, et si j'admire quelque chose, c'est ça, c'est la capacité du roman de faire de toute vie qui passe par le roman une vie intéressante. Et ici vous avez un exemple, pour moi, les grands exemples, quand j'ai pensé à ça, je lisais Flaubert, Madame Bovary, et je me souviens toujours de l'enfant, vous vous souvenez, qui Charles Bovary doit faire une opération dans un pied. Voilà. C'est le fils du boticaire qui boite. Et donc, sur cette opération-là, il y a une espèce de moment de tension très fort. Et finalement, il échoue. Donc, il perd déjà le peu de respect que madame avait sur son mari. Mais ce petit personnage, pendant des années, je pensais à lui. Et c'était un personnage qui paraît combien de pages? Je sais pas, très peu, le fils du boticaire. Et très souvent, ça fait 25 ans que j'ai lu, ou 30 ans que j'ai lu ce roman, et je l'ai lu peut-être 2 fois encore, et je continue à penser à ce petit personnage qui est dans 3 pages, 4 pages d'un roman. Et c'est ça que j'aime beaucoup, parce que si la littérature a quelque chose à voir avec la vie, c'est justement le fait que dans la vie non plus, il y a des personnages secondaires. Tout le monde est le protagoniste de quelque chose. Et donc, dans un roman, il faut savoir trouver ça. Et donc, tous les personnages, pour moi, doivent être mémorables, doivent être importants, et doivent être des personnages auxquels on peut s'attacher, on peut détester. Et moi, pour ces gens-là, je suis très classique, même dans mes lectures. J'aime beaucoup les romans dans lesquels on déteste quelqu'un, on tombe amoureux d'un autre, on est bien, on pleure. Ça, j'aime bien tout ça. C'est la littérature que j'aime. Et donc, on écrit la littérature qu'on aime lire, non? Voilà. Donc, Giulietta, Johanna... Oui, Giulietta et Johanna, c'est quand même 2 personnages. C'est 2 personnages qui s'accompagnent d'une façon excellente, parce que l'une, c'est une femme, Giulietta, c'est une femme d'une quarantaine d'années, divorcée, 2 enfants. Elle déteste son ex-mari, mais à un point impossible. Et vraiment, rien que d'entendre sa voix au téléphone, ça la rend malade. Et donc, Johanna, elle vient d'un monde différent, elle est plus jeune. Et puis, Johanna, elle a été au FARC à cause d'une histoire avec son père et tout. Et donc, c'est une jeune femme qui est en train de vivre une vie complètement différente. Et tu sais, un jour j'ai connu, enfin quelques mois avant, j'étais dans une foire du livre en Colombie, et on m'a dit, je vais te présenter une photographe. Et c'était une jeune fille qui avait fait le FARC, et pendant 14 ans. Et là, elle était photographe, journaliste photographe, et elle travaillait pour le New York Times, en Colombie,
Alors, et on m'a dit, oui, tu veux qu'on aille dîner avec elle? J'ai dit, mais oui. Et j'ai passé toutes les dîners à lui poser des questions et tout. Elle racontait ses expériences au FARC en tant que combattante de FARC et tout. Elle était plutôt dans le côté médical. Mais à la fin, elle a commencé à être photographe au FARC. Et donc après, sacré passage, non, des FARC au New York Times, imaginez-vous. Est-ce que cette personne a un peu inspiré le personnage de... Non, parce que je l'avais déjà écrit. Ah, vous l'avez déjà écrit, d'accord. Alors je lui ai passé. Mais elle me racontait des choses incroyables. Par exemple, il y a 2 ans, en Colombie, il y a eu des manifestations et des grèves très violentes contre le gouvernement. Et donc elle était là, avec une équipe de photographes, en train de faire des photos, là où, quand il y avait des émeutes, quand il y avait des bagarres entre les manifestants et la police et tout, quand on brûlait. Et elle me disait qu'elle était là en train de faire ses photos tranquillement et tout d'un coup elle s'est tournée et tous les autres photographes étaient partis parce qu'ils avaient peur. Alors qu'elle disait, mais ça c'est pas dangereux. Enfin, parce que son degré de danger était assez plus fort. Oui. Quand je parlais aussi de la vie, je voulais dire aussi qu'il y a un certain nombre de scènes justement de dialogue où les personnages se retrouvent pour boire un verre, un cocktail dans un bar. On peut se servir presque de votre roman, pas comme un guide pour aller à Bogota, mais enfin il y a des adresses citées, des noms d'endroits, de lieux. Ils se retrouvent, il y a un glossaire qui reprend des noms de plats qu'on peut manger, enfin bon, au petit déjeuner. Enfin. Donc on sent que c'est quelque chose et c'est souvent pendant ces moments-là que pas seulement, mais que les choses se disent ou peuvent se nouer, Bon, après, remarquez, c'est comme partout. Mais c'est pas tout à fait. Enfin, tu vois, un de mes romans, Perdre une question de méthode, ça fait des années de ça, était cité sur, je vais te dire quelque chose qui va peut-être te faire rigoler, était cité sur un Lonely Planet de Colombie et Bogota. Non. Mais peut-être c'est quelque chose qui m'est resté un peu quelque part, parce que, bon, c'est un peu comme dans le roman, enfin, je ne sais pas vous, mais quand je vais dans une ville, à New York ou à Berlin, j'aime bien lire des romans qui se passent dans la ville dans laquelle... Et si c'est un roman contemporain, et si jamais il y a un bar ou un restaurant, moi, je suis partant pour aller voir, aller jeter un coup d'œil, et voir comment il a été. Enfin, si la description qu'il fait. C'est intéressant parce qu'il se donne rendez-vous. Il dit, je crois qu'il est encore ouvert, ce bar-là. Il se pose des questions. Ah oui, il y a souvent comme ça des. Ah oui, parce que ça, c'est. On se retrouve dans. Voilà, bon. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup à Bogota parce que c'est pas comme en France que la ville change très peu. Non, moi je connais surtout Paris où j'ai vécu pendant 10 ans et avec la pandémie il y a eu des changements, des clôtures, des choses, mais avant le restaurant Polydor était toujours là depuis des années, tous les endroits sont toujours là, alors qu'à Bogota les endroits de mon adolescence après d'abord c'était un cinéma à mon époque, et après c'était peut-être une église évangélique. Aujourd'hui, c'est un magasin des portables Samsung. Et à chaque fois, ça change, non? Donc, on est toujours en train de poser la question, ça existe encore cet endroit-là? Ah oui, ça existe. Ou pas, ça n'existe pas. Et quand on écrit, je me suis vu pas mal de fois sur ces romans, comme j'habite plus à Bogota, mais à Cali, d'appeler mon frère, qui est architecte, et lui dire, écoute, le boulanger là et dans le coin de la 57 et la 7, ça existe encore? Il me dit oui, mais et celle qui est citée dans le roman, il existait alors que je l'écrivais, mais la pandémie l'a tué. Ça s'appelait Panfino. Panfino, malheureusement. Pandémie qui est évoquée brièvement à la toute fin du roman. Hein. Vous l'évoquez, elle apparaît, mais très. Voilà, on va pas. Et donc avec ce glossaire, on peut retrouver donc les noms en effet de l'ariaco, la soupe de pommes de terre, maïs, poulet, avocat, herbes aromatiques. On peut comme ça aussi. Oui. On peut faire les. Non, oui. Peut-être quelque part dans mon inconscient, on veut retourner sur la Lonely Planet.
On va, je pense, en rester là. Merci beaucoup, Santiago Gamboa, Colombian Psycho, aux éditions Métellier. Il s'agissait de Santiago Gamboa, auteur de Colombian Psycho aux éditions Métellier, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche le 29 mars 2023. Santiago Gamboa a aussi publié chez Métellier Une maison à Bogota en 2022, Des hommes en noir en 2019, Le syndrome d'Ulysse en 2007, Perdre est une question de méthode en 1999, entre autres. Rencontre réalisée et mise en onde par Radio Radio avec Radio Radio Plus et Radio Terre.